J'entendais, tout petit que, l'importance qu'il y avait à faire sa place dans le monde, à, obtenir, une forme de reconnaissance sociale, voilà, gagner de l'argent et cela m'était inintelligible parce que j'avais la conscience très précoce de la brièveté de l'existence humaine et donc il y avait une contradiction immense dans mon esprit entre, mais pourquoi déployer une telle énergie à se faire une place dans un monde où nous ne faisons que passer très furtivement alors même que, pendant le même temps, il faut explorer, le monde intérieur que nous portons en nous. Bonjour. Quand un hypersensible comme moi rencontre quelqu'un qui est diagnostiqué autiste Asperger, qu'est-ce que ça donne? C'est ça qu'on vous propose dans ce dialogue qui permet d'explorer toutes les formes de neuroatypie, comme on le dit, de neurodiversité. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Bonjour Eric, Bonjour. je suis très content de vous recevoir. En lisant votre livre, ça m'a beaucoup frappé. Vous avez découvert que vous étiez autiste et on va parler très tardivement de ce que Oui, ça a éclairé. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Donc moi, je suis hypersensible. J'ai découvert oui, aussi très tard que j'étais hypersensible et d'un seul coup, j'ai pu me comprendre. Et avant, j'avais le sentiment vraiment de d'être malade et je me suis découvert que je ne suis pas malade. J'ai juste cette étrangeté, cette singularité d'être très hypersensible. Donc, ça serait intéressant de discuter avec vous. Qu'est-ce que c'est d'avoir un diagnostic? En quoi c'est pas forcément être enfermé dans une case? Comment ne pas s'y enfermer? Comment ça peut réouvrir les choses? Voilà un peu un des thèmes que je voudrais construire avec vous. Et je trouve que c'est très impressionnant la manière dont vous réussissez à prendre un peu de recul pour décrire votre expérience. Sans doute, ça c'est dû à votre ancrage dans la philosophie. Et là aussi, je trouve ça très intéressant parce que je crois que c'est très important de réussir à prendre suffisamment de recul par rapport à sa singularité pour ne pas en être prisonnier. On pourrait commencer par le titre de votre livre, parce que avant de savoir que vous étiez autiste, ce que vous avez réussi à dire au plus juste de l'expérience qui est la vôtre depuis que vous êtes né, c'est d'être marqué par une altérité profonde. oui, vous le dites très justement, non pas porteur, mais marqué. Porteur, ce serait encore un rapport d'extériorité à cette altérité, comme un vêtement que je porterais, marqué. En effet, ce livre a été écrit dans une situation, on va dire, à la fois d'impasse, puisque je me trouve affronter un certain nombre de difficultés, mais aussi je pense que c'était le moment opportun, en un temps finalement très bref. Il n'était pas conçu initialement pour la publication, ce n'était pas mon intention initiale. C'est vraiment un travail d'écriture qui a provoqué une anamnèse, une sorte de remontée, de souvenirs qui se sont, articulés les uns, aux autres comme un puzzle. Hem, alors immédiatement, s'est imposé en moi ce qui allait être le titre, mais cela a été une constance, la grâce d'altérité. Donc je ne connaissais pas encore le diagnostic qui est concomitant de la fin du livre, donc je n'ai eu, comme point d'appui que mon vécu et l'exploration, d'un vécu, sans pouvoir l'enfermer, à l'intérieur d'une dénomination. Ce qui est finalement a posteriori très précieux et j'ai essayé, vous le dites très justement, d'être au plus près, des ondulations de ce vécu, des résonances intérieures et de traduire. C'était comment cette altérité? Alors cette altérité, j'ai bien dit altérité et pas différence, et ça je le dis dès le départ, parce que la différence, elle s'évalue toujours. C'est une variation par rapport à une norme. On accuse une différence ou on la gomme, mais elle devient lisible en référence à un point normatif. L'altérité, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, c'est ce qui n'est relatif à rien, c'est ce qui en soi est un phénomène en soi, mais c'est ce qui est vécu sur le mode d'une étrangeté, au monde et du monde. C'est-à-dire très tôt, j'ai, je suis dans un rapport au monde qui est un rapport d'étrangeté, c'est-à-dire, je n'en comprends pas immédiatement, les fonctionnements, j'en interroge en permanence les supposées évidences qui ne sont jamais devenues des évidences à l'égard de ce que l'on appelle par exemple des codes sociaux et
l'énigme, les choses restent assez énigmatiques. Donc, c'est néanmoins dans ce monde-là qu'il fallait que je trouve ma place. Donc, je dis bien altérité parce que c'est le fait que la singularité qui est la mienne me met dans un rapport autre au monde par rapport à celui que j'observe chez les autres. Et donc, tout jeune déjà, j'observais beaucoup, je comprenais vite, j'analysais rapidement, ce qui m'a permis, je le sais aujourd'hui, d'élaborer des stratégies qu'on appelle aujourd'hui de compensation, d'adaptation, mais au prix aussi d'un investissement d'énergie colossal, de souffrance aussi, il faut le dire. Voilà. Donc c'est d'abord un vécu On va essayer de décrire un d'altérité. peu ce vécu. Oui. Ça commence quand vous naissez, le fait de ne pas avoir envie de manger. En effet, je dis aujourd'hui rétrospectivement, et avant de connaître le diagnostic, mais quand même rétrospectivement, il m'apparaît, mais cela monte en moi spontanément, ce n'est pas le fruit d'une élaboration à la force du poignet, aucun plan, aucune stratégie d'élaboration. Je laisse monter à ce moment-là où montent en moi des souvenirs qui remontent en effet à très très tôt, et aussi par rapport à ce que j'avais pu entendre de cette toute petite enfance dont je n'ai pas de souvenir conscient, que le tout petit que j'étais se réfugiait dans le sommeil, que bon, je suis né par césarienne, mais ensuite je dormais tout le temps, il fallait me réveiller pour manger. Je ne m'alimentais pas avec plaisir, c'était très compliqué. Donc, euh, ce que j'interprète aujourd'hui comme une résistance à entrer dans le monde. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Tout le livre, c'est que le monde vous semble Indéchiffrable. Indéchiffrable. C'est vraiment une énigme dont je n'ai pas les clés. Et d'ailleurs, à ce sujet, je le déchiffre rétrospectivement, je me suis passionné très tôt, bon, par la lecture, hein, et notamment les biographies de personnalités que j'appellerais hors normes ou résilientes. Et notamment, j'ai une passion pour Hélène Keller, sourde, muette et aveugle à l'âge de 1 an. Et j'étais passionné par le personnage d'Hélène Keller et en général par le fait d'être aveugle. C'est-à-dire le fait d'avoir pour demeure initiale la nuit, l'obscurité, et d'avoir à inventer une manière de s'orienter autre que l'évidence de la vue. parce que vous n'avez pas cette évidence. Parce que rien n'était évident, et donc j'étais comme un aveugle dans un espace obscur. D'ailleurs, j'avais commencé à apprendre le braille. J'essayais de me déplacer aussi en fermant les yeux quand je le pouvais, on ne me voyait pas. J'étais aveugle, mais je ne savais rien de tout cela. Mais donc, en effet, j'avais à apprivoiser un inconnu. Et c'est ça l'expérience de l'altérité, c'est l'ouverture à l'inconnu, radicalement. Ça nous concerne donc tous. Mais j'allais apprendre plusieurs décennies plus tard que cette altérité, elle s'éclairait à la lumière, nous en parlerons, bon, ce qu'on appelle un diagnostic, mais voilà, donc c'est cette... Très concrètement, pour quelqu'un qui connaît pas, est-ce que vous pouvez essayer de décrire Oui, qu'est-ce que c'est, quand vous êtes enfant, un monde indéchiffrable, juste pour qu'on essaye de rentrer un peu dans votre expérience. un monde indéchiffrable, c'est l'expérience qu'il y a entre vous et le monde, un mur invisible, C'est-à-dire une clôture de quelqu'un verre. vous parle, Alors, les situations, beaucoup de situations, vous les observez et vous analysez, mais vous ne comprenez pas, par exemple, l'importance que les personnes accordent
à un certain nombre de considérations qui semblent fonder leurs échanges. Par exemple, j'entendais tout petit que l'importance qu'il y avait à faire sa place dans le monde, à obtenir une forme de reconnaissance sociale, voilà, gagner de l'argent. Et cela m'était inintelligible parce que j'avais la conscience très précoce de la brièveté de l'existence humaine. Et donc il y avait une contradiction immense dans mon esprit entre, mais pourquoi déployer une telle énergie à se faire une place dans un monde où nous ne faisons que passer très furtivement, alors même que pendant le même temps, il faut explorer le monde intérieur que nous portons en nous. Et là, je rejoins votre question, mon expérience d'enfant, c'est ce décalage entre l'immensité de ce monde intérieur qui m'habitait, les résonances intérieures que tout ce qui m'entourait provoquait en moi, en termes d'image, de sensations, de perception, parce qu'il y a aussi une hypersensibilité dans le cadre du spectre autistique. Donc je vivais, et ce décalage par rapport à un monde dont le fonctionnement et les codes me paraissaient extrêmement réducteur et inintelligible parce que ce que l'on me présentait comme un défi, un but, ne me parlait pas du tout. Et Moi, je, en vous lisant votre livre, je me suis dit, mais j'étais comme ça. Moi, je ne suis pas autiste, mais vous moi, ne le savez peut-être pas. non, non, parce que je n'ai pas du tout ces difficultés que vous avez. On viendra, mais ça, cet élément-là, Oui, moi, je me souviens, enfant, me dire, mais ceux qui intéressent les gens, ne, et je me souviens, en classe de quatrième, j'avais un professeur qui a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? oui, Et tout le monde avait dit, gagner de l'argent, me marier, oui. avoir des enfants. Et puis donc, tout le monde finissait par dire ça. À la fin, au bout du dixième, le prof a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous a un point de vue différent? Moi, je me souviens, m'être levé et dit, je comprends pas du tout ce dont les gens veulent. Voilà. Moi, j'ai envie que ma vie soit une aventure, C'est ça, j'ai envie c'est d'autre ça. chose. Je ne comprenais pas que les gens soient si peu ambitieux. Et Exactement. en lisant votre livre, je me dis, ah oui, au fond, c'est comme si on était coupé de la profondeur de l'existence. Oui, exactement. Surface et profondeur. Pour moi, en plus, bon, déjà, l'expérience qui était la mienne très vite, c'est que cette opposition surface-profondeur, elle n'avait pas de sens parce que tout ce qui semble être immédiatement accessible me conduisait à une profondeur immense. Je sentais les choses vibrer en permanence. Euh, les animaux, la nature, les éléments, tout vibre, hein. Pour moi, tout a une charge symbolique. Donc, C'est pour ça que le mot autiste n'est pas si bon, parce que vous n'étiez pas coupé de tout, vous avez une profondeur, et donc vous parlez beaucoup du rapport à la nature, oui, un rapport extrêmement profond oui, à aux la animaux, à nature. la nature. C'est les êtres humains. Quand vous parlez du monde, c'est plutôt les êtres humains qui Bah, sont mystérieux. en effet, le monde, c'est ce que les êtres humains ont construit, ce n'est pas la nature. La nature, c'est l'ensemble des éléments donc naturels qui constituent un milieu. Là, je m'y sentais très à l'aise, j'aimais beaucoup m'y réfugier. Mais le monde, c'est ce qui est le résultat d'une élaboration humaine, d'une organisation humaine avec des codes, avec des règles, avec des modes de fonctionnement. Mais tout cela m'était étranger. Ce Oui, n'est pas la nature qui était étrangère, ah c'est oui, le j'aime monde. un autre exemple que vous donnez, où je me suis reconnu pour avoir vécu la même chose, c'est enfant, vos camarades jouent au ballon, et vous ne comprenez pas Non. qu'est-ce qu'ils font. Ça, je me Je- souviens enfant me dire, mais pourquoi les gens courent après un ballon? Et c'était incompréhensible pour moi que des gens courent après un ballon. J'étais enfant, je trouvais ça énigmatique, invraisemblable. Je ne voyais pas le sens que ça avait. Et non seulement le sens, mais donc du fait de cette absence de sens, ça m'apparaissait comme absurde et il était dans ces conditions impossible pour moi de déclencher une quelconque impulsion de ma volonté pour participer à ce à quoi, tout mon être résistait. Je dois, préciser puisque vous venez à 2 reprises de dire que, la résonance que certains éléments du livre rencontraient en vous, en fait, une année un peu plus d'1 année environ après le diagnostic très tardif, j'ai été testé HPI et donc il y a des articulations entre ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, un type de fonctionnement, où il y a des convergences et ça pourrait relever tous ces éléments que vous venez de relever, n pourraient ne pas relever tant du spectre autistique quant à ces éléments-là que d'un fonctionnement neurocognitif qui vous dote d'une conscience plus aiguë de la gravité de l'existence, de l'importance à donner du sens,
mais ça se trouve amplifié chez moi du fait des traits autistiques, avec l'anxiété que ça allait générer, et l'invincible inintelligibilité de ce que l'on continue à me présenter comme des règles de fonctionnement. Oui, ça, j'ai moins ça. Donc, parce que vous parlez, vous, vraiment que l'inintelligibilité du monde. J'aimerais bien qu'on arrive à donner quelques exemples de cette inintelligibilité du monde. Alors, outre ce que je vous ai dit, à savoir ce qui vous est présenté comme allant de soi en termes d'ambition, n'en représentait aucune pour moi. Également, les codes selon lesquels, par exemple, au nom de la soi-disant diplomatie ou de l'importance qu'il y aurait à soigner certaines relations, ne pas exprimer très nettement ce que l'on pense. Il y Ça a vous est insupportable, ça. mais c'est non seulement insupportable, mais il y a chez moi à cet égard une sorte d'inflexibilité à l'endroit de valeurs qui sont non négociables, et aucune considération d'ordre affectif, ni même les liens du sang, n'entre en jeu. Donc je ne peux pas... Vous pouvez réexpliquer? Oui, c'est-à-dire que je ne peux pas comprendre. Je me souviens d'un épisode où mon père, par exemple, m'avait demandé, alors même que je pouvais commencer à m'exprimer civiquement, à voter. Il avait un ami qui se présentait dans la ville, et j'avais compris qu'il aurait souhaité parce que j'étais son fils et parce que mon père me le demandait, j'étais absolument outré et révolté par le fait qu'il ait si peu de considération pour mes propres convictions, à supposer qu'il les ait connues, pour qu'il ose me soudoyer de la sorte. C'est-à-dire que, vous voyez, donc c'est aussi, voilà, ce qui semble aller de soi et que l'on met sur le compte des liens du sang ou des affinités électives ou bien de la diplomatie, de l'importance qu'il y a, eh bien tout cela ne fait pas sens. Du tout ne fait pas sens, et ça n'a rien à voir pour moi avec, au contraire, le respect que j'ai pour les personnes. Donc, vous êtes pris dans une tension que vous décrivez très bien. Oui. C'est que d'un côté, vous n'avez pas envie d'entrer dans le monde parce que il y a quelque chose qui vous semble faux, hypocrite, Oui. maladroit, Injuste. et en même temps, vous sentez que il faut quand même entrer dans ce monde étranger si vous voulez. Oui, parce que je comprends, j'en ai conscience aujourd'hui, je l'objective aujourd'hui, mais en fait, je saisis sans doute, sans me le représenter très exactement, aussi exactement qu'aujourd'hui, mais je saisis que si je ne vais pas à la rencontre, en un sens, de ce monde, si je n'essaie pas de le comprendre, lui ne viendra jamais vers moi. Et donc, cette altérité deviendra mon reclusoire, ma geôle, ma prison, et, et rien ne se passerait. Et donc, Parce que vous avez beaucoup souffert à un moment de la solitude. je n'ai pas souffert de la solitude, au sens où la solitude, pour moi, n'est pas l'isolement. La solitude, c'est un espace peuplé de présence intérieure. Donc je ne suis pas seul parce que j'ai des souvenirs, parce que j'ai des lectures, parce que j'ai des amis qui sont les personnages que je lisais. C'était mes amis. Albert Schweitzer, c'était mon ami, parce que j'avais lu sa vie, il m'avait enthousiasmé. Hélène Keller était mon amie. Marie Curie était mon amie. Donc je n'étais pas seul. Mais Thérèse d'Avila était mon amie. Enfin voilà. Mon canari aussi, que j'aimais beaucoup, c'était ma meilleure amie. Mes tortues d'eau. Donc je n'étais pas... J'en souffrais beaucoup quand je les ai perdus. Donc je n'étais pas seul, mais c'est l'isolement. C'est-à-dire que si j'avais à tracer une trajectoire dans ce monde-là, puisque j'y étais semé, eh bien, il fallait que je trouve des clés pour, tout en me respectant, mais faire un chemin, inventer, donc créer. J'aime beaucoup le mot d'un penseur contemporain qui dit « il ne s'agit pas de continuer, il s'agit de créer ». J'ai très vite compris que l'enjeu de l'existence était d'inventer quelque chose, parce que rien n'allait de soi, rien n'était donné, il n'y avait aucun sillon dans lequel j'aurais pu couler mes pas, rien n'était... tout était à inventer. Vous aviez des frères et des sœurs? Oui, je suis l'aîné. Et comment ça se passait à la maison? Alors, comment ça se passait? J'ai été proche... Vous étiez combien dans la famille?
J'ai été très proche de ma sœur, à qui je me confiais beaucoup sur tout ce qui m'habitait, mes exaltations, mes rencontres avec ces auteurs, et cetera. Pendant un temps, j'ai eu une, certaine, complicité, ce qui n'abolissait pas cette solitude. Je me réfugiais souvent, quand elle n'était pas là, dans sa chambre ou dans la mienne. Je fermais toujours les portes et puis là, je pouvais rêver, je pouvais lire, mais j'avais quand même avec ma sœur, j'ai eu une complicité. Mon frère, j'ai beaucoup plus de différence d'âge et les choses enfants et adolescents étaient plus compliquées. Nous étions, sans doute, beaucoup trop différents, dans nos fonctionnements, pour, que je puisse, essayer de vouloir être compris de lui ou aller vers lui. Hem, Vous racontez des choses tout à fait singulières, c'est que ce que vous appelez la gymnastique adaptative oui, était tellement épuisante que régulièrement, vous restiez dans votre chambre oui, sans laisser alors personne entrer oui. pendant 24 heures. Alors, un peu plus tard, nous avions une maison de campagne et j'aimais beaucoup m'y retirer, soit dans des monastères, soit dans cette maison de campagne, donc seul. Et là, quand parfois mes parents étaient avec moi, il m'est arrivé plusieurs fois de leur, dire que je les reverrais dans, 48 heures donc et que les 24 heures qui suivraient, je resterais dans ma chambre et que je n'en sortirais pas et que je leur demandais de me laisser. Vous aviez Et quel âge? là, j'étais un préadolescent, j'étais un peu Et ils plus acceptaient? alors, oui, je me dis aujourd'hui qu'ils devaient beaucoup m'aimer, ou en tout cas, ils acceptaient. Je ne sais pas si je leur laissais le choix en réalité. Ils Ouais, devaient me on sent que quand vous avez décidé quelque chose, voilà. Alors maman, parfois, j'ai quand même ce souvenir que parfois elle frappait quand même, elle allait et je glissais par exemple un petit billet sous la porte en demandant le silence ou en disant que je ne lui répondrais pas parce que j'avais bien dit que, et dans ce mais que vous temps-là étiez toujours vivant et qu'elle ne s'inquiète pas. voilà exactement parce que mais comme pour moi, il ne passait pas par la tête qu'elle ait pu s'inquiéter. Voilà donc vous voyez, c'est grâce à ces espaces, ce que Rilke appelle, les heures insulaires, hein, ces espaces inviolables, que je dégageais ou que je défendais, qu'il m'était possible, finalement de composer avec, ce avec quoi je composais malgré tout dans toute la mesure, de mes possibilités. Une autre caractéristique, c'est Oui. le souci d'ordonner les Ah choses. oui. Alors, en effet, le changement m'est très difficile, en particulier lorsque ce changement est imprévu, lorsque je ne peux pas le choisir ou le vouloir ou l'organiser, le projeter. Donc, et pour pallier, cette difficulté à faire face au changement, il faut que j'assure une continuité, une régularité et donc, un ordre des choses. Très tôt, je notais sur une petite feuille, avant que les téléphones portables n'existent, de la du premier moment de je ne dis pas du lever, mais où j'ouvrais les yeux, le premier quart d'heure, alors, je faisais ceci, puis de 6h15 à 6h15, donc je faisais ma gymnastique, puis de 6h15 à 6h45, c'était la toilette. En fait, tout était noté, y compris après, l non seulement le moment des repas, mais la composition de mes menus. J'avais réussi à obtenir un placard dans la cuisine où je rangeais les aliments que j'avais moi-même choisis et je me préparais, ce que j'avais et je me souviens même, à l'occasion, m'être déplacé et je l'interprète aujourd'hui ainsi, pour assurer une continuité dans le changement d'un déplacement, j'avais une valise, elle était bleue, une petite valise dans laquelle j'avais des pots avec, des ingrédients, lundi, mardi, puisque chaque jour, je m'étais fait une organisation qui comprenait ou qui incluait aussi, la répétition, d'un certain nombre d'aliments, selon les journées. C'était autant de manières d'assurer une continuité, un ordre des choses. Mais je dis, Qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'ordre? c'est une angoisse, C'est l'angoisse. c'est une anxiété inouïe, hem, car, c'est une manière d'organiser le chaos. C'est parce que rien ne va de soi dans ce monde pour moi, heu, tout est très instable et donc, si je n'y mets pas moi-même de l'ordre, si je n'introduis pas un ordre des choses, eh bien, les choses m'échappent, je n'arrive pas à les ramener à une certaine unité. Ainsi, beaucoup plus tard, je me suis passionné pour par exemple, un mathématicien qui a obtenu la médaille Fields en, je crois, en 2022, James Maynard, qui dit qu'il cherchait, il est photographe aussi, il cherchait sous le chaos la structure des choses. Et ça me parlait immédiatement parce que moi, en fait, je devais ramener les choses à une structure, aussi bien au sens propre à une organisation
qu'à une structure. Quand j'observe quelque chose, immédiatement, c'est la structure qui m'apparaît et ça me procure une immense joie. Donc il y a deux choses. Vous avez beaucoup de mal à supporter le manque de profondeur, ça on a vu, Ah oui, et la la superficialité dans les rapports humains, dans tout Oui. ça, et le manque d'ordre. Et alors, Oui. il y a une anecdote que vous racontez dans le livre. Donc vous êtes devenu prof de philo. Un jour, il y a un exercice avec une alarme d'incendie. Donc c'est Oui. un exercice, Oui, c'était et vous n'arrivez pas à y aller. Non, car Voilà, c'est vraiment c'est très très stupéfiant. bien, si vous voulez, c'est Donc vous totalement. faites cours, il y a la sonnerie, les élèves vous disent il faut faire l'exercice. On est supposé adopter un certain nombre de comportements, dont celui de s'interrompre immédiatement, de fermer certaines issues. De toute façon, je ne retenais pas toutes ces choses-là parce que je les considérais comme d'autant plus absurde qu'il n'y avait pas, je ne savais qu'il n'y avait pas d'incendie, donc comment pouvais-je adopter l'attitude d'une personne prise dans un incendie alors que tout me rappelait qu'il n'y avait précisément pas d'incendie puisque c'était un exercice de simulation. Je ne pouvais donc pas simuler ou prendre au sérieux une simulation alors même que la seule chose sérieuse était celle que j'étais en train de faire, à savoir d'enseigner. Donc en effet, j'ai invité mes élèves à braver les flammes imaginaires et à continuer avec générosité à réfléchir à ce à quoi nous réfléchissions. Évidemment, l'institution ne l'a pas entendu de la même manière. Les élèves, ils vous ont suivi. Je pense que les élèves ont dû être surpris de ma réaction et de toute façon, j'étais l'adulte sous la responsabilité duquel peut-être ils étaient et donc en fait, ils n'ont pas eu vraiment le choix dans la mesure où je leur ai dit que nous continuons à faire ce Donc que nous faisions. le directeur est venu. Un proviseur adjoint est arrivé, aussi rouge qu'une écrevisse, ébouillanté et donc là, il m'a intimé, j'ai reçu l'injonction, et ma première action a été impulsivement de lui répondre par la négative et donc là, il a réitéré, m'expliquant très clairement que je n'avais pas le choix et de très mauvaise grâce. J'ai interrompu mon cours en montrant bien que c'était vraiment une contrainte, et que je n'y donnais aucune adhésion. Je plains le professeur adjoint. Ah oui, donc là, on sent. Mais il a perçu ma que- sincérité, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu de blâme parce que étrangement, ces personnes-là percevaient que quelque chose m'échappait. Je le dirais aujourd'hui ainsi et que ce n'était pas une manière de vouloir me faire remarquer ou de vouloir adopter une posture. Il y a quelque chose qui vous échappait dans le fait que cet exercice permet, en fait, a un sens. Ça peut permettre, quand il y aura un incendie, de savoir comment faire. Oui, mais sauf que quand il y aura un incendie, j'étais persuadé que ne pas savoir davantage, ce n'est pas. J'aurais eu beau m'être entraîné des dizaines de fois, qui peut assurer ce qu'il ferait pendant une situation de ce type? Donc ça restait une simulation. Et le fait qu'on puisse me demander de faire comme si, je ne peux pas le comprendre. Parce que ça n'est pas un incendie. On ne peut pas me faire avaler que c'est un incendie. Donc ça, voilà. Donc ça, je trouve qu'on voit bien. Et là, de fait, c'est ce qu'on appelle quand même une forme d'inflexibilité dont je conviens. Alors, donc, il y a toute cette singularité qui est la vôtre, cette manière d'être à l'écart du monde. Et puis, il y a une expérience de renversement qui a lieu à un moment dans votre vie où vous sentez qu'il y a un don. Au fond, je prends l'impression qu'il y a un renversement à un moment. Vous comprenez que vous n'êtes pas seulement isolé, mais que dans cette expérience, dans sa singularité, il y a un don qui vous est fait. Oui. Ça, c'est vraiment... et je trouve que c'est très important de dire ça à tout le monde, Oui. parce que quand voilà, on a une altérité, quelle qu'elle soit, on ne voit souvent que la souffrance que ça amène. Quand on voit, on a l'impression qu'il n'y a pas de souffrance, mais vous montrez bien dans le livre la souffrance que c'est, l'angoisse que ça peut impliquer, le fait de ne pas comprendre. Le rejet aussi. Le rejet que ça induit. L'expérience du rejet. Ce qui est douloureux n'est pas ce vécu d'altérité en tant que tel pour celui qui le vit, puisqu'il ne connaît rien d'autre. Ce qui est douloureux, c'est tout ce qui vous est renvoyé. Et c'est cette volonté, aussi inflexible que la vôtre, du monde, de vous faire entrer dans le rang. Et de vouloir, en un sens, parfois vous briser ou vous faire comprendre que vous n'avez rien compris à la vie, parce que c'est ce qu'on essayait quand même de me faire comprendre, que je ne comprenais pas les règles du jeu et que donc je serais perdant.
Et c'est cela qui est très douloureux, c'est l'impossibilité de faire comprendre que je ne comprends pas ce qu'on l'on cherche à me faire comprendre, et le rejet que cela peut susciter, ou l'agacement que cela peut susciter. Donc c'est douloureux. Mais en effet, en même temps, je ne nie pas tout cet aspect de difficulté, de douleur, de larmes, et même de... J'ai pu me demander si j'avais une place dans ce monde et si mon existence avait une raison d'être, puisque je ne voyais pas très bien parfois. Et en même temps, en effet, cette expérience intérieure déterminante que, euh, je le dirais ainsi sans y mettre aucun jugement, il y avait une sorte d'élection, de don, de grâce. Euh, L'épreuve était aussi un don, et j'allais, je le dis aujourd'hui avec le recul, j'allais devoir explorer le don qui m'avait été fait pour le déployer. Car, aux antipodes de l'approche pathologisante dans laquelle nous baignons, et à mon sens de façon insupportable, euh, je dis aujourd'hui, euh, l'autisme Asperger, pour moi, n'est pas d'abord un ensemble de troubles qui affectent ma personne, mais une condition neurodéveloppementale, on le sait aujourd'hui, une condition avec ses particularités et ses spécificités, mais aussi ses potentialités. Donc, de cela, j'ai eu l'intuition, en effet. Ça, c'est très important. On peut dire la Oui. même chose pour beaucoup d'autres choses. C'est très important de faire ce Tout à fait. retournement. C'est Oui. une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup Oui, dans tous mes dialogues. Nous sommes automatiquement dans la pathologisation de tout. exactement. Dans le Être trouble hypersensible, c'est pou, pathologique. voilà, Mais aussi avoir de l'angoisse, tout à fait. tout est pathologique. Donc, il faut vous guérir. En fait, je n'ai pas à être guéri. Vous avez à trouver une manière d'habiter la singularité qui est la vôtre. De façon plénière. Euh, une vie pleine n'est pas une vie sans souffrance ni sans douleur, je n'y crois pas, mais c'est une vie riche de sens qui déploie et qui crée. Et c'est cela qui compte. Et alors, vous dites cette phrase qui me semble un peu une des phrases clés du livre. Cette altérité ne faisait plus obstacle à la rencontre. Elle était devenue la brèche par laquelle est entrée la grâce de la communion. Oui. Oui, oui, vous pouvez commenter, parce que c'est une Alors, phrase un peu forte, un peu surprenante, oui, puisqu'on pourrait penser en vous écoutant que c'est parce que vous avez ce trait que vous êtes coupé de la rencontre et que vous êtes dans l'isolement. Or, il y a un changement qui a lieu. il y a un changement parce que cette distance que cette altérité met entre le monde et moi, c'est devenu, j'en ai pris conscience, un espace à habiter. C'est une distance, mais cette distance, ça peut devenir un espace. Et dans cet espace, j'ai à inventer un langage. Et pour moi, ce langage allait être celui de la philosophie, de la poésie et des symboles. Car je pense par image, j'ai une pensée symbolique. Les choses représentent autre chose. Chaque chose représente quelque chose qui me porte au-delà. Et donc, par la poésie notamment, évidemment, j'allais habiter cet espace, cette distance comme un espace où j'allais pouvoir, par ces médiations, car en fait, j'invente des médiations au moyen de signes, les symboles, la poésie, les concepts, mais par ces médiations, eh bien, j'allais pouvoir tisser une relation aux autres, dans la distance maintenue. Mais pour moi, la communion n'est pas la fusion. Donc il ne s'agit pas d'abolir à tout prix la distance qui nous sépare des autres, il s'agit de l'habiter pleinement pour qu'une communion s'instaure. Et le passage que vous mentionnez, c'est bien plus tard, une expérience durant laquelle j'avais été invité à dire quelques-uns de mes poèmes dans une prison, avec une amie pianiste. Elle jouait et elle m'avait proposé d'insérer dans ce récital 2-3 poèmes. On m'a dissuadé, sans doute avec les meilleures intentions, de tenter une telle expérience dans un lieu aussi décalé. Mais précisément, le décalage étant ma condition, j'ai trouvé que ça pouvait malgré tout signifier quelque chose. Donc, et j'étais prêt à tout et j'avais consenti à l'avance. J'avais décidé que, eh bien, si je recevais des tomates, eh bien, je recevais des tomates. Si les personnes s'étaient mises à rire, eh bien, voilà, je m'étais dit, j'accepte tout. Et après, l'un des prisonniers, sans doute l'un des plus jeunes, est venu vers moi, les larmes aux yeux, et
il m'a parlé du Magnolia dont il était question dans ce poème, et immédiatement de son épouse, enfin de sa compagne, et du bébé qu'il n'avait pas vu naître puisqu'il était né après son entrée. Et j'ai su qu'il avait entendu la beauté dont il était question et qu'il m'offrait les visages de beauté qui étaient ceux qu'il aimait. Et la communion s'est donc établie. Dans la plus grande distance, la communion s'est établie. Et là, dans l'expérience de la distance, je faisais l'expérience de la communion. Et cela m'a persuadé que la distance, c'est l'autre nom de la communion, ou que la communion, c'est ce qui n'abolit pas la distance. C'est quoi la communion? C'est la rencontre des âmes, c'est-à-dire de ce que nous avons de la profondeur de chaque singularité, ou de ce que chaque singularité a de plus profond, cette rencontre à travers un point haut, ce que j'appelle un point haut. Il faut toujours un point de transcendance pour moi. C'est-à-dire qu'on ne se rencontre que dans ce qui nous dépasse. On ne se rencontre pas horizontalement, on ne se rencontre que parce que nous sommes dépassés. Et c'est dans ce point de dépassement que nous nous rencontrons. La communion, c'est donc une rencontre transcendante. Il y a un Par point de exemple, transcendance. avec le prisonnier, Eh la bien, le rencontre- point de transcendance, c'était la beauté. donc à travers la beauté, vous vous rencontriez à un niveau plus profond. Mais- Et au fond, on pourrait dire que votre altérité, c'est d'avoir besoin que toute rencontre se fasse dans une profondeur autre que celle banale de l'échange ordinaire. Et ceci est tellement vrai, et je l'appelle rencontre ici. C'est une personne que je n'ai jamais vue, que je ne reverrai sans doute jamais. Notre échange a duré moins de quelques minutes, et je considère que la qualité de cette rencontre dépasse largement celle qu'il m'est possible parfois d'avoir avec des personnes supposées me connaître, car il ne suffit pas de fréquenter des personnes pour se rencontrer. Et on peut ne pas fréquenter certaines personnes et les rencontrer. La rencontre est toujours donnée. Et pour moi, elle signifie en effet cette résonance de deux singularités à travers un point qui les dépasse. Ici, c'était la beauté, mais une beauté très incarnée. Pour moi, c'était le Magnolia qui m'avait inspiré un poème, et lui, c'était sa compagne et son enfant. Mais ça, je comprends très bien que cette expérience, moi aussi, je fais cette expérience sans la profondeur, il y a quelque chose d'insupportable. C'est d'une douleur, là, c'est insupportable. Là, vous voyez, c'est tout à fait douloureux puisque c'est l'isolement, ce n'est pas la solitude. Et ce qui m'a toujours été douloureux, mais la solitude n'est pas douloureuse, mais c'est l'isolement. Je fais beaucoup aussi cette distinction. La Oui. solitude, et vous le dites, Une solitude sans isolement. la solitude devient une merveilleuse, un espace Oui. d'habitation, Oui, un espace de présence, peuplé. Ce qui est insupportable, c'est l'isolement. Exactement. Et le malheur de notre temps, c'est de confondre les deux. Exactement, et d'être à la fois dans cette surenchère de être agglutinés les uns aux autres et ne pas supporter justement d'être seuls, alors même que dans cette manière de s'agglutiner les uns aux autres, moi, ce dont je faisais l'expérience, c'est du pire des isolements. Les personnes ne se rencontrent que très rarement, et cela est insupportable. Donc on voit mieux le premier grand renversement qui vous est arrivé, Oui. donc comprendre que votre altérité qui fait obstacle à la rencontre et à la compréhension des règles sociales ne vous empêche pas la profondeur d'une rencontre, mais au contraire est un atout pour entrer dans la profondeur d'une rencontre que vous appelez communion. Le deuxième grand renversement que vous faites, c'est de comprendre ce qu'est la présence, ce qu'est l'ineffabilité de la présence, fait que la présence, ça ne se saisit pas, ça ne se contrôle pas, qu'il y a une profondeur de la présence et qui libère paradoxalement du mutisme. Oui, ça c'est une expérience intérieure que j'appellerais aujourd'hui celle de la prière, ou on peut lui donner d'autres noms, mais c'est l'expérience d'être habité par une présence qui est vie. Qu'est-ce que la vie? C'est une pure densité de présence. J'ai fait l'expérience d'être habité par une densité de présence, une vie qui est l'amour en même temps, tel que je l'ai expérimenté, et qui à la fois était l'altérité radicale, me dépassait de part en part, et là où
cette expérience aurait pu me clouer le bec, c'est-à-dire me condamner au mutisme, eh bien, ça suscitait ma parole. Parce que cela me dépasse, cela m'incite à chanter, à créer, à parler, pas à dire, mais à parler. Euh, et donc, en effet, c'est l'expérience d'une altérité radicale, du tout autre, qui m'a non pas condamné au mutisme, mais qui, en me faisant expérimenter les limites de ma parole, en même temps ne l'a pas épuisé, mais l'a suscité. Et je pense que c'est sans doute la source de ma créativité poétique. Alors, il y a dans l'expérience, donc, il y a ce retournement, Oui, hein, ce qui était vu au fond, on pourrait dire un peu comme une étrangeté, presque comme une malédiction, devient bénédiction, oui, puisqu'on rend compte que là, il y a deux niveaux de profondeur, oui, la communion et la présence. oui, Et à partir de là, vous revisitez, on pourrait dire, l'enfance oui, comme ce qui nous habite encore, oui, et la dimension symbolique comme oui, ce qui ouvre un rapport au monde. Et on peut parler là de la grâce, on pourrait dire la grâce ou le don ou oui, la merveille, enfin comme on veut le nommer, oui. euh, L'enfant, l'enfance. l'enfance, ce n'est pas un âge de la vie seulement, c'est ce qui survit au fait d'avoir été enfant. Donc l'enfance, c'est autre chose, c'est un territoire métaphysique, c'est notre mémoire. Je m'explique. Notre première mémoire, c'est un tissu d'impressions, de sensations, de sons. euh, c'est tout cela qui, en nous, a constitué un territoire immense, un territoire intérieur qui ne nous fera jamais défaut, qui résistera à la perte de peut-être beaucoup d'autres facultés. Cela est notre territoire premier. Ma première mémoire, c'est un tissu, c'est un paysage fait de sensations, d'odeurs, d'images, d'impressions. Tout cela, c'est mon enfance immortelle. C'est ce territoire métaphysique. C'est ça mon enfance. Et c'est ce qui m'aide à traverser aussi la vie. Et c'est un tissu symbolique, puisqu'au fond, qu'est-ce qu'un symbole? Fondamentalement, un symbole, c'est un signe, notamment une image, qui est chargé d'une signification inépuisable. Et ainsi, le papillon est le symbole de tous les rêves de ciel qui habitent le cœur de l'homme. Enfant, j'étais attristé en pensant qu'un papillon si beau vivait quelques heures, hein, certains. Et justement, c'est peut-être l'énigme de la beauté. Donc, vous voyez, notre enfance, c'est ce paysage intérieur. Et cela résiste à l'effondrement de la mémoire, hein. On sait, il y a des expériences qui ont été faites et des témoignages de personnes lourdement amnésiques, hein, du fait de lésions cérébrales, et qui, à l'écoute d'une musique, retrouvent une gestuelle. Je pense à une danseuse, notamment Alzheimer, qui écoute Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, et dont on voit les bras tout à coup se déployer, et elle se met à danser. Et c'est ça l'enfance, c'est ce qui en nous ne nous désertera jamais, c'est notre territoire premier, et c'est la source de toute créativité. C'est là que je crois puiser en permanence. Et de sorte qu'il y a des sensations que je n'ai jamais oubliées et qui m'habitent toujours. Celle du crépitement du feu de bois dans la cheminée, celle du plafond blanc que je fixais indéfiniment, et la conscience de la mort qui est pour moi liée à cette blancheur qui s'étendait sans limite et qui recouvrait tout comme la neige. Euh, et donc c'est tout ceci qui continue de m'habiter, mais c'est ma mémoire initiale, c'est ça l'enfance. Alors la deuxième dimension, c'est le symbolisme. Oui, Alors qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça n'est pas? Pourquoi est-ce qu'on pense en général par symbolique? C'est pas tout à fait ce que vous voulez dire. parce que le symbole, donc, ce n'est pas le fait que un signe nous renvoie à quelque chose d'absent. On pense qu'habituellement, le symbole, c'est une image qui évoque une réalité absente. Eh bien, pour moi, c'est tout le contraire. Le symbole, c'est un signe qui rend présent, sans pouvoir épuiser ce qu'il rend présent, mais qui rend réellement présent quelque chose. Et qui le rend tellement présent que cela me bouleverse et me parle. Donc, par exemple, la giroflée, que j'aime beaucoup, eh bien, c'est le symbole, quand je l'ai vu pousser à travers la pierre, j'étais saisi du symbole de cette présence, de la force de vie qui résiste à l'effondrement de tout, dans la rocaille, la giroflée. Et donc, le symbole pour moi, c'est une réalité
qui devient en moi une image et qui reste en moi comme une image. La giroflée ne m'a jamais quitté, même si la fleur est morte. Elle est un symbole. Tout ce qui a une densité pour moi est un symbole. Parce que la réalité devient en moi un signe, une image, qui rend présent, non pas quelque chose d'absent, mais quelque chose de surprésent, de toujours présent, et de tellement présent que cela me dépasse effectivement, et m'habite, et m'inspire. Et pour habiter une action, j'ai besoin de passer par la dimension symbolique. Je vous donne un exemple, j'en parle dans le livre. Quand j'écoute un concerto pour violon, par exemple Hilary Hahn jouant Bach, eh bien, quand je vois le geste, ou Yehudi Menuhin qui m'a bouleversé, qui m'habite, quand je vois le geste, eh bien pour moi ce geste-là, ça devient le symbole de la pensée. Et à chaque fois que je dois déployer un cours, par exemple, ou un exposé, eh bien je dois sentir en moi cette image, ce symbole, donc qui est la cristallisation de Yehudi Menuhin jouant, qui m'a marqué, qui est devenu en moi un symbole. En fait, tout ce que j'absorbe devient en moi un symbole. Et le symbole ne me déserte plus. Et le symbole, donc cette image, ce signe, cette image, eh bien, va porter une action que j'ai à accomplir qui doit lui correspondre. Et c'est-à-dire que ma pensée doit, à la manière de l'archer, se déployer et déployer une ligne d'intelligibilité. C'est donc le symbole, c'est cette image vivante et vibrante en moi qui est la cristallisation de ce que j'ai pu voir, sentir, toucher. C'est ce qui s'est forgé en moi, sans moi, j'ose dire, de soi. Et cette cristallisation, cette image, elle vibre, elle vit et elle porte et elle m'inspire. Ça se fait tout seul ou il y a un petit travail à faire pour rentrer dans le monde symbolique? En fait, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, je m'explique. Ce dont je prends conscience, ce sont qu'il y a des images qui sont des motifs et qui reviennent. Je prends conscience après coup que si j'ai à m'interroger sur les images qui comptent pour moi, je trouve qu'elles ont en commun quelque chose que j'appelle un motif, que Hopkins appelle l'inscape, le motif intérieur. Il y a un motif. Voilà. Et ça, donc, je pourrais dire que c'est une construction au sens où il faut que je réfléchisse sur ce qui s'est formé en moi pour dire « Ah oui, en effet, c'est cela qui m'attire. » Mais il faut les repérer, disons, il faut repérer. Mais alors, en fait, ce qui se fait tout seul, c'est cette alchimie qui fait que les formes extérieures, les odeurs, les sensations, les vibrations vont se cristalliser et former une image intérieure. Ça, je n'ai pas de prise. Et cette image, ce que j'appelle un geste, une image, c'est quelque chose de vivant, c'est pas figé. C'est pas comme un tableau que je regarde. C'est une structure en mouvement. C'est une figure dynamique. Et c'est ça un symbole. C'est cette figure dynamique, vibrante, qui est née de la cristallisation d'une quantité d'infimes éléments, de sensations, et cette cristallisation, devenue symbole ou figure vibrante, va innerver tout le reste. Et puis il y a la philosophie qui vous a aidé. Pourquoi la philosophie et qu'est-ce qu'elle permet ? Je me suis dirigé vers la philosophie sur les conseils plus que pressants d'un de mes professeurs à l'époque, puisque ce n'était pas du tout mon intention initiale. Mon intention initiale, c'était d'entrer chez les missionnaires de la charité de Mère Teresa, parce que j'avais une passion pour Mère Teresa. Et donc, mais finalement, je suis allé vers la philosophie parce que mon rapport au monde est un rapport de questionnement. La destinée de l'homme est de penser, dit Heidegger, c'est-à-dire que rien n'étant évident pour moi, j'ai fait l'expérience de ce que je suis, l'être du pourquoi. L'être humain, c'est l'être du pourquoi. Mais pour moi, le pourquoi, c'était mon territoire permanent. Et la philosophie, c'est bien ce récit qui naît de l'expérience du pourquoi. Donc on va dire votre altérité vous empêche, prédisposé. vous a prédisposé et vous empêche de fuir la question du pourquoi qui est au cœur de tous les hommes, Exactement. mais qu'ils ont Exactement. tendance à fuir. Vous ne pouvez pas le fuir. Non, il n'y a pas de divertissement au sens pascalien pour moi à cet égard. C'est-à-dire que c'est mon milieu comme l'eau pour le poisson. Je suis plongé dans le pourquoi. Il y a un mystère du vivre qui à la fois me saisit d'effroi et me fascine, ce qui sont les deux attributs du sacré. Il y a à la fois l'effroi et la fascination
de ce mystère du vivre, et donc mon état est un état de questionnement. Autrement dit, il y a le réel me résiste parce qu'il m'interroge, il me déplace, il, donne une impulsion à ma pensée, il déclenche ma pensée, il déclenche ma parole, et je vais élaborer des récits. Et c'est ça pour moi le travail philosophique, c'est qu'au contact d'un réel qui me dépasse et me déplace, eh bien, je suis lancé dans l'aventure de la pensée et de la parole, et que je vais élaborer, je dirais inventer des belles lignes d'intelligibilité, c'est-à-dire des récits, et d'essayer avec l'outil philosophique là, puisque nous parlons de la philosophie, c'est-à-dire le concept, avec la conscience de toute façon que on ne peut pas ramener la vie à un concept, mais que le concept, à la manière des points d'appui pour la danseuse, ce sont quand même ces articulations qui vont forger un geste de la pensée, qui vont me permettre d'introduire de l'ordre ou de ramener un certain ordre. Mais pas de façon artificielle, parce qu'il y a une quantité de dimensions de l'existence qui ne seront jamais, qu'il ne sera jamais possible de ramener à un ordre. Je pense à la souffrance, au mal, au malheur. Il y a une quantité de choses que je n'aurais pas l'indécence de vouloir ramener à une intelligibilité dont j'aurai la clé, l'alpha et l'oméga. Je suis dépassé par une quantité de questions. Là, je me suis bien retrouvé. C'est sûr que moi, je me suis engagé dans la philosophie. Je me suis dit, enfin, on ne fuit pas le sérieux de l'existence et Exactement. la profondeur. Mais alors après, moi, j'ai été très déçu de comment la philosophie était enseignée à l'université, où je trouvais que la promesse n'était pas tenue, que ce que je lisais chez Platon, chez Descartes, chez Kant ou chez Heidegger, où on voit sans aucun doute la profondeur abyssale de leur questionnement, j'ai trouvé que le plus souvent, j'avais des sortes d'experts, mais qui n'étaient pas du tout habités par ce qu'ils faisaient. Et même, moi, j'ai souvent eu l'impression que mes profs de philosophie enseignaient ça comme ils auraient pu enseigner la production de bananes en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça a été la même chose pour vous? Là où je vous rejoins vraiment, mais je pense qu'en fait, ce qui est très inquiétant est en même temps, rassurant, je m'explique, c'est qu'il ne peut pas en être autrement, parce que cette manière d'être au monde, de vibrer, de questionner, est toujours une aventure singulière, et de cette aventure singulière, on peut faire une idole et la figer. Et très souvent, et le plus souvent, ce qui devrait être et ce qui est au départ une aventure singulière se retrouve encagé, figé, dans des postures universitaires, dans des systèmes. Et en effet, l'exil se répète, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis entré en philosophie que j'ai trouvé là, hem, nécessairement, quelque chose à la hauteur. Comment vous avez fait alors? Vous savez, à cette question, heu, pour la philosophie ou pour quoi que ce soit d'autre, je ne sais pas comment j'ai fait, et je m'étonne, d'avoir traversé. Je ne sais pas. Hem, Sans doute n'ai-je jamais renoncé à l'impulsion initiale, et jamais je ne me suis dit: «Tu as rêvé, regarde, en fait, range-toi et deviens ainsi». Jamais en moi l'enfance n'a abdiqué. L'enfance m'a été fidèle. Ouais, ça, moi, quand j'étais jeune, c'était la lecture de textes, et en Oui, particulier quand j'avais 17 ans, la lecture de Lettres sur l'humanisme de Heidegger, où je trouvais que là, c'était abyssal, d'une profondeur sans égard. Après, ça a été plus tard la rencontre d'un professeur de philosophie, François Fédier, qui a été où là, il y avait la profondeur, le sérieux et la rigueur que j'avais pas trouvé à l'université, et qui a été et la pour vibration moi, aussi. oui, et pour moi absolument waouh. Là, enfin, quelqu'un ne ment pas. Exactement. Mais ce qui nous surprend dans la déception que nous pouvons avoir au contact de tant de postures, eh bien, en même temps, est rassurant, puisque c'est toujours une expérience, singulière, qui demande, finalement beaucoup de courage et d'obéir à la nécessité intérieure, et finalement, ça sera toujours assez rare que des êtres, comme dit Rilke, construisent leur vie sur cette nécessité intérieure. Donc il n'est pas étonnant aujourd'hui que ça restera quelque chose de rare et de singulier. Quand nous le rencontrons sous les traits d'un professeur, cela nous enfante réellement. Il y a quelque chose d'initiatique dans ce geste de transmission, sans même que celui qui l'accomplit en ait conscience. Vous avez eu des Et enseignants maître, comme ça? Non, ça s'est euh, pas fait par là pour vous. pardon, Ça s'est pas fait par là pour vous. peut-être
très peu, 1 ou 2 personnes, mais non, ça s'est fait par, les liens d'amitié que j'ai tissés au-delà du temps et de l'espace avec des figures, hein, que j'ai rencontrées à travers des textes et à travers le témoignage de leur vie, où je me suis dit: «Cela existe, nous faisons partie de la même constellation». Alors après, le dernier point dont je voulais aborder avec vous, c'est comment vous avez fait pour devenir prof de philosophie? Parce que alors ça, personnellement, je n'ai pas pu. Ça a été vraiment, mon altérité à moi ne m'a pas permis et donc j'étais très curieux. Comment vous avez fait? Ne connaissant pas les règles et tout ça, c'est quand même pas évident de se retrouver dans une classe avec, Dès le dép En fait, je me suis laissé conduire par la vie, si j'entends par là, bien, j'ai travaillé, j'ai passé des concours. Quand je les ai réussis, eh bien, les choses ont suivi leur cours. Ce ne fut jamais facile et à chaque instant, je me suis demandé, dans quelle mesure j'étais à ma place, et si, il me serait possible, de déployer ce que j'avais à déployer, là. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai malgré tout pu trouver des lieux et des postes, heu, où, les les, hem, mieux ajustés possibles à ce que j'avais à, offrir et où une confiance m'était accordée aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, plus profondément, c'est qu'en fait, comme dans la prison, heu, je ne porte pas de masque et en rejoignant ce centre intérieur, cette impulsion d'incandescente, je joue le tout pour le tout à chaque fois et ce que j'observe, c'est que les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes ou les ne s'y trompent pas et je crois qu'ils même si, par ailleurs les choses ne sont pas toujours simples, mais ça ils savent qu'ils sont en présence de quelque chose qui doit être respecté, qui nous dépasse, moi comme eux, et qui mérite d'être honoré. Il y a quelque chose à la fois de grave et d'exaltant qui se joue. Il y donc le a fait que vous trichez pas et exactement, devient un atout oui, qui oui. contrebalance, disons, le handicap que vous pourriez avoir par ailleurs. Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que toutes ces limites que l'on peut me renvoyer et dont j'ai tout à fait conscience, hein, le compagnonnage avec le doute permanent, bon, l'hypersensibilité sensorielle, l'hyperfocalisation sur les détails, enfin je pourrais multiplier. L'hypersensibilité, auditive, c'est compliqué quand on est professeur. C'est très compliqué, surtout que je n'ai découvert que très tardivement que ça s'appelait une hyperacousie phonophobique d'origine génétique qui est établie scientifiquement. Et en effet, du fait du spectre aussi du fonctionnement cérébral et du traitement de l'information, c'est littéralement épuisant d'être dans un contexte. Donc, bon, vous avez des aides. Je peux bénéficier d'une salle relativement au calme, d'un emplacement relativement au calme, de bouchons d'oreilles spéciaux, etc. Enfin, voilà, il y a des ajustements, mais je pense que comme le danseur qui sera toujours sur les pointes en déséquilibre, il faut apprivoiser un déséquilibre permanent. Mais je crois, en effet, en dépit de toutes les difficultés que je ne me cache pas, le fait de ne pas tricher et de ne pas pouvoir tricher, le fait d'avoir conscience que je n'ai que ce point-là et pas un autre avant ni un autre après. Et c'est là que tout se joue et c'est là que je dois engager la totalité de ce que je suis. Heu, Peut-être aussi ce sentiment d'urgence. Heu, Quelque chose se passe et quelque chose continue depuis plusieurs années, mais je ne sais pas combien de temps ni pour autant. À la limite, je pense me détacher de cette préoccupation qui ne ferait qu'accroître, une anxiété, heu Vous dites quoi, aux aux responsables du lycée dans lequel vous êtes, aux proviseurs Aujourd'hui, de votre singularité où il y a quelques années? j'ai reçu donc un diagnostic très tardif comme, vous le savez et donc s Avant, comment vous disiez quoi? Pour avoir avant, une on classe au m'a très calme? souvent dit, de toute façon, que j'étais un électron libre, que en fait, ce qui m'a toujours sauvé, c'est que les personnes étaient tenues de reconnaître et apprécier ce que je pouvais déployer, offrir, donner, la générosité avec laquelle je le faisais, la compétence avec laquelle je la faisais. Donc
il y avait, si vous voulez, malgré tout, une satisfaction, voilà. Et ce qui leur donnait de consentir à tout le reste et voyant aussi la sincérité qui était la mienne et le fait que ça n'était ni une volonté en permanence de remettre en cause un système ou de revendiquer quoi que ce soit. Je ne suis pas dans la militance, dans la revendication, tout ceci ne m'intéresse pas. J'essaie d'être le plus fidèle possible avec ma conscience et avec ce que je suis. Et donc, ça a été mis sur le compte d'une certaine originalité ou un électron libre. Depuis que ça se sait et que je rencontre intelligence et bienveillance dans la mesure où, malgré tout, je je remplis le cahier des charges, au plan de l'enseignement, de l'accompagnement avec beaucoup de générosité, de passion et j'espère de compétence. Pour le reste, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Alors, le diagnostic Oui, très tardif, oui. qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça m'a donné des alors, le diagnostic, tout d'abord, je dirais que je ne parle qu'à partir de ma propre expérience et donc je ne veux pas, que les auditeurs confèrent à ce que je vais dire, en fassent une règle, qui serait généralisable. Néanmoins, mon expérience, c'est de l'avoir reçu très tardivement et je pense qu'il est heureux, heu, donc que je l'ai reçu, de l'avoir reçu, tardivement parce que j'aurais pu un diagnostic peut aussi être ce qui vous enferme. C'est une dénomination. Donc, pour ma part, j'ai essayé de comprendre ce que cela voulait dire. Je ne l'ai pas reçu comme ce qui m'assignait un territoire à l'intérieur duquel, j'étais tenu de me tenir, mais j'ai essayé de comprendre et de chercher, de lire. D'ailleurs beaucoup à l'étranger, puisqu'à l'étranger, dans les pays anglo-saxons notamment, on parle beaucoup de neurodiversité ou de conditions neurodéveloppementales et pas constamment de troubles. La dimension pathologisante ne m'intéresse pas et je trouve qu'il faut s'en détacher malgré tout assez rapidement. Donc ce que cela m'a apporté, ce sont des clés pour comprendre que c'était un fonctionnement, une perception du monde, un traitement des informations qui, s'enracinait dans un développement, du cerveau et qu'il y avait une variété génétique, des variations génétiques, on le sait aujourd'hui, qui vont, impacter, le système nerveux, la perception et cetera et donc ça éclaire aussi, le fait que je perçoive les choses ainsi, que je sois particulièrement poreux à ceci, focalisé sur cela, difficilement, souple à d'autres choses. Voilà, donc ça m'a donné des éléments. Ensuite, c'est une matière que je dois métaboliser. C'est-à-dire que ce sont des déterminations, mais je ne veux pas que ça me détermine. Ce sont des déterminations, mais ce n'est pas un déterminisme. Et donc, j'essaie, c'est comme la barre pour l'oiseau ou pour le danseur, c'est le perchoir, c'est une possibilité d'envol. Qu'est-ce que j'en fais? Et pour moi, c'est la seule question. J'essaie d'en faire quelque chose et je reviens à l'intuition sur laquelle vous insistiez. Si c'est un don, si c'est une élection, si quelque chose m'a été confié, en tout cas je veux le déchiffrer ainsi, ou je choisis de le déchiffrer ainsi, eh bien alors je dois pouvoir offrir quelque chose à travers cela. Moi, je dis beaucoup ça aux gens sur l'hypersensibilité, parce que c'est plus ce que je connais, puis il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles, que c'est très important de comprendre ça comme la possibilité d'un don, mais qui nous engage et qui impose un travail, et que le pire, c'est de s'enfermer dans cette détermination Tout à fait. comme un arrêt, une Exactement. excuse. Tout à fait. Et beaucoup de gens se disent: je suis hypersensible, donc je suis comme ça, ou je serai autiste et je serai comme ça. Voilà. Et je crois que tout votre parcours et notre dialogue montrent que c'est la pire compréhension qu'on puisse avoir, que c'est au contraire, comme vous dites, un perchoir, que ça nous engage, que ça nous appelle, que nous sommes. C'est vrai que au début, on se dit le terme d'élection, c'est un peu étrange, Bien sûr, bien sûr. mais en même temps, ça vaut la peine pédagogiquement de se dire, c'est comme une élection, je suis Oui. engagé, je suis Oui. élu, C'est une responsabilité je aussi. suis élu à un poste, Oui. donc l'élection à un poste, ça veut dire que j'ai à répondre à cette élection. Exactement. Et donc si on arrive à entendre comme ça, non pas comme une sorte de supériorité, Tout à mais fait. comme une sorte de responsabilité, Oui. d'un seul coup, je crois que ça devient beaucoup plus viable. Oui, et comme je suis particulièrement attentif à la loi du vivre qui est la complexité et non pas évidemment les lectures binaires, je suis tout à fait conscient que un diagnostic
a ceci de très ambigu que c'est une dénomination qui vous range dans une catégorie, mais à nous de tenir à la fois une dénomination, d'entendre ce qu'elle dit et de ne pas en faire ou choisir d'en faire une prison, une geôle et de passer d'une normativité à une autre normativité, d'une case à une autre case, ça serait le plus terrible et là, ce serait une double peine, si vous voulez. Le diagnostic n'accomplirait pas la fonction qui, pour moi, est la sienne, qui est de donner des clés et d'être une pièce dans l'édifice, une pièce sans doute maîtresse, mais une seulement, de l'édifice et d'un chemin de libération, qui est le chemin quand même de nos existences. Je consens à ce que mon chemin passe par là, parce que c'est un principe de réalité, il passe par là, mais à aucun moment je fais de ce diagnostic ni ce qui m'octroierait, enfin, je ne suis pas dans la militance, je n'ai pas à le brandir, je n'ai pas à en faire une identité. J'ai à convenir que c'est ma condition, qu'il dit quelque chose de ma condition, mais que à l'intérieur de cette dénomination, il y a un déploiement infini, inépuisable et imprévisible. Il y a, on le dit aujourd'hui, autant d'autisme que d'autistes, c'est-à-dire à chacun de s'emparer aussi de la part qui lui a été confiée sans se laisser enfermer dans une dénomination, Ce que même je dis si cette toujours, dénomination a une signification. ce que je dis toujours, il y a autant de manières d'être hypersensible que d'être humain, et que c'est très important de comprendre ça. Exactement, Sinon, ça exactement. devient vraiment infernal. Ça devient infernal et à l'inverse, ça devient passionnant de se dire que il va manquer quelque chose à l'ordre des choses ou à la création si je ne joue pas ce que j'ai à inventer, non pas ce qui est déjà déterminé, mais ce que j'ai à inventer. Le temps, comme disait une mystique kurde, la vie n'est pas courte, mais le temps nous est compté. Et à partir du moment où on a conscience de cela, la question est simplement qu'est-ce que je peux offrir et déployer, comment je peux inventer quelque chose. L'essentiel est d'inventer quelque chose, de déployer quelque chose et d'offrir, comme une offrande d'amour ce que nous avons déployé. C'est tout. Le reste, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si le reste a eu du sens pour moi jusqu'à ce jour, mais sans doute aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'importe. Ben, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu et pour la qualité de cet échange. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dialogue qui, j'espère, vous a donné à penser, autant qu'il m'a donné à penser en le préparant. N'hésitez pas à le partager, à me faire part de vos commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes qui, vous allez voir, vont être passionnants. À très bientôt.